Mes chers collègues, je vous souhaite le bonjour. Monsieur le ministre, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir parce que c'est un rendez-vous que nous avions programmé, puis les aléas des emplois du temps ont fait que c'est aujourd'hui que nous nous retrouvons. Donc je lisais, on a, paraît-il, aujourd'hui une légère perturbation dans les mobilités. Certains collègues ont 2 ou 3 séances de travaux aujourd'hui, donc ne vous étonnez pas s'il y a un peu de va-et-vient, mais en tout cas, je crois que nous sommes tous extrêmement heureux de vous accueillir et je voulais vous en remercier, puisque votre sujet, enfin le sujet dont vous avez la charge est au cœur des préoccupations des collectivités, et je pense aujourd'hui plus que jamais, alors que le sujet était déjà fort préoccupant. Et nous avons eu déjà une séquence politique de la ville à la délégation, puisque nous avions eu le plaisir d'entendre nos collègues Dominique Estrosi Sassone, Viviane Artigalas nous présenter l'excellent rapport qu'elles avaient commis, si je puis dire, qui avait été co-signé avec Valérie Létard, et qu'il s'appelait très justement la politique de la ville, un tremplin pour les habitants, parce que le sujet, pour nous tous, au final, quand on est élu, c'est de permettre que chacun puisse bénéficier d'un tremplin pour s'accomplir et s'émanciper dans la vie. Et nous savons que la politique de la ville, elle est éminemment partenariale, et si l'État y joue un rôle essentiel, elle concerne de près les collectivités qui sont très acteurs et qui ont déjà d'ailleurs essayé d'expérimenter quelques éléments de décentralisation. J'en dirai un mot tout à l'heure. Donc nous aimerions, Monsieur le ministre, que vous puissiez nous faire un point sur les contrats de ville qui sont en quelque sorte en prorogation. Est-ce que, Monsieur le ministre, le principe de contractualisation qui existe aujourd'hui pourrait évoluer vers un principe de délégation complète de compétences pour les collectivités qui le souhaiteraient? Et je donnerai un exemple, pardonnez-moi, c'est un exemple breton. Quand l'aéroport Notre-Dame-des-Landes avait été abandonné, il y avait eu un pacte breton qui incluait un volet logement, notamment sur le logement privé, et le dispositif d'investissement locatif. Et la Bretagne avait donc expérimenté la possibilité de gérer à l'échelle de l'espace régional l'enveloppe d'investissement locatif dont bénéficiaient les 2 métropoles, de façon à prendre en compte des particularités de situation, parce qu'on peut être en dehors de la zone A, avoir de la zone B et connaître des zones de tension. Donc je sais que aujourd'hui la loi permet enfin en quelque sorte de pérenniser, enfin la pérennisation c'est comme l'éternité, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais en tout cas de pouvoir élargir le dispositif et le consolider. Où en est-on des nouveaux contrats de ville? Y aura-t-il des innovations? Alors vous avez installé, vous allez sûrement nous en parler, une commission nationale, participation citoyenne des quartiers, pour réfléchir au futur de la politique de la ville. Est-ce que cette commission travaillera sur les contrats de ville? Comment les collectivités y seront associées institutionnellement? Vous avez également fixé 4 priorités, me semble-t-il, pour les nouveaux contrats. L'emploi, à travers un soutien à l'entrepreneuriat et le développement du salariat, la transition écologique, par le biais du programme de renouvellement urbain et la mobilisation du Fonds vert, et l'émancipation pour tous, j'en parlais dans mon introduction, grâce à l'éducation, l'accès à la culture, au sport, et enfin la sécurité, la tranquillité. Donc on voit là qu'il y a un écosystème vertueux. Si nous pouvons en parler un peu, nous en serions heureux. Toujours sur ces contrats de ville, quelle est leur articulation avec le projet Quartier 2030 qui a été évoqué par le chef de l'État? Il y a eu d'ailleurs sur ce sujet une réunion interministérielle sur le 9 février dernier. Ici encore, Monsieur le ministre, comment les collectivités seront associées? Et enfin, le 15 février dernier, vous avez présenté les grandes lignes de la nouvelle géographie prioritaire aux préfets et sous-préfets chargés de la politique de la ville. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la façon dont celle-ci va évoluer, sachant, vous le savez, que de nombreux maires
sont confrontés à des difficultés budgétaires à cause de la crise énergétique et de l'inflation. Et je rappelle que le surcoût pour l'ensemble des collectivités de la crise énergétique, c'est 15 milliards d'euros. Ces difficultés concernent aussi, et peut-être encore plus, les villes qui ont d'importants quartiers relevant de la politique de la ville. Est-ce qu'on a un point particulier sur cette situation ? Et nos rapporteurs, Rémy Pointreau et Sonia de la Provôté, j'ai une liste de courses pour Monsieur le Ministre, voilà, et mes collègues en auront beaucoup. Donc nos rapporteurs, Sonia de la Provôté et Rémy Pointreau, ont rendu en 2022 un rapport important et très intéressant d'évaluation des politiques de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Et à cette occasion est revenue à plusieurs reprises l'idée ou la conviction que la coordination ANCT en rue était peut-être très, voire extrêmement perfectible. Le sujet de la coordination des différents acteurs et intervenants est un vrai sujet pour les collectivités locales. Enfin, et je regarde mon collègue Jean-Michel Houllegatte, on a parlé tout à l'heure des conseils de quartier, la participation citoyenne est sûrement un point fort de la politique de la ville. Et donc, avec mon collègue Jean-Michel Houllegatte, nous avons commis un rapport après les différentes élections nationales et locales où le constat était celui de l'aggravation de l'abstention. Et nous nous sommes interrogés à comment on fait de la politique autrement en essayant d'intéresser ou de réenchanter nos concitoyens. Et nous avons appelé ce rapport la démocratie implicative, c'est-à-dire comment on invite le citoyen à faire et non seulement à dire. Et il nous est remonté alors que les conseils citoyens qui sont et qui ont été voulus comme ça, une pièce maîtresse de la participation des habitants et à raison, peuvent s'essouffler. Donc, dans notre rapport, nous avions proposé de mobiliser les élus locaux et les conseillers citoyens autour de formations communes. C'est-à-dire, on avait parfois l'impression que le conseil citoyen s'essoufflait. Il avait l'impression que ses idées n'étaient pas intégrées, qu'il était à côté de ceux qui relevaient de la démocratie représentative, ce qui est vrai. Mais sans doute faut-il construire, comme l'on dit aujourd'hui, un peu de commun autour de ça. Et peut-être notamment la formation des temps de dialogue sur des projets permettrait de les dynamiser. Donc il a d'ailleurs été indiqué que la mission de la Commission nationale participation citoyenne des quartiers porterait sur les modalités d'expression et de participation des habitants des QPV, confirmant ainsi ce sentiment d'essoufflement que nous avions ressenti. Qu'est-il attendu de cette réflexion ? Eh bien, j'ai épuisé ma liste de courses. Dans un premier temps, Monsieur le Ministre, je vous renouvelle mes remerciements. Je vous laisse la parole et je ne doute pas que mes collègues auront de nombreuses et fort pertinentes questions à votre attention. Merci. Merci Madame la Présidente, chère Françoise, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Alors permettez-moi de vous présenter un propos liminaire qui ira au-delà de vos questions, chère Françoise. Le propos liminaire reprendra une partie de vos questions et puis ensuite j'y répondrai plus précisément. Donc ça fait maintenant 9 mois que j'ai été nommé au gouvernement et effectivement cette occasion est pour moi l'occasion de vous faire un premier point d'étape et j'en suis très heureux et je vous présente à nouveau mes excuses des 2 reports dus à des impondérables de calendrier, je crois même des convocations en Conseil des ministres. Quand on est ministre délégué, c'est rare, donc on y va à chaque fois, bien évidemment. Mais voilà, je vais vous faire un point sur les grands axes de ma feuille de route, tant sur le logement que sur la politique de la ville. Et je crois, et vous l'avez dit dès votre introduction, que le portefeuille qui est le mien est un portefeuille qui doit particulièrement s'articuler avec les collectivités. Vous le savez, je le sais, les élus sont des partenaires essentiels, qu'il s'agisse de la politique du logement comme celle de la politique de la ville. Et les collectivités ont donc toute leur place, toute leur part à prendre dans cette politique, tout à la fois du logement et de la ville tournée vers les territoires. Je vais commencer par vous parler un peu de la politique du logement qui doit reposer, je le crois, et je pense qu'on le partage tous, sur un dialogue important entre l'État, le maire, la collectivité locale, bien évidemment aussi les intercommunalités. Cette politique du logement doit répondre à une situation
qui, disons-le, en ce moment n'est pas bonne. Ma mission, celle du gouvernement, est de faire en sorte que le logement ne soit pas, et j'ai déjà employé l'expression, la bombe sociale de demain. Et pour cela, nous devons travailler étroitement avec les élus locaux qui sont les meilleurs connaisseurs de leur territoire. D'abord, parlons du logement social. Je crois important sur ce sujet de pouvoir maintenir un dialogue permanent avec nos élus et avec nos maires en particulier, présidents d'intercommunalité bien sûr aussi. Je souhaite ainsi ouvrir les champs des questions des attributions. Vous le savez, hein, l'évolution dans une gestion en flux va en principe les simplifier et c'est heureux pour les demandeurs, mais ne doit pas, au contraire, donner l'impression aux élus locaux de s'en éloigner. Et donc, je ne souhaite pas, et je souhaite que cette gestion en flux soit une opportunité et pas un obstacle, et qu'elle ne doit pas déconnecter les élus de leurs habitants. Et je souhaite travailler avec vous pour qu'un maire puisse accomplir son mandat en attribuant des logements sociaux suivant sa vision de la ville pour laquelle il a été élu, mais bien évidemment dans le respect de principes, si j'ose dire, républicains et les principes que l'ensemble des financeurs doivent pouvoir lui demander. Vous le savez, je suis aussi également très attaché au respect de la loi SRU, en tout cas dans les communes où c'est possible. Quand on est maire, et je l'ai été, on doit faire en sorte de loger les personnes qui vivent et qui travaillent dans nos villes. Pour y parvenir, il y a les contrats de mixité sociale que je souhaite voir signés avec un maximum de communes volontaires. C'est le sens du bilan triennal qui a été lancé depuis peu afin de faire un point complet de la situation. Le deuxième sujet, c'est celui de réconcilier notre pays et ses habitants avec l'acte de construire. Nos maires ont une responsabilité centrale en la matière. Nous nous devons de regarder collectivement la réalité en face. Quelle est-elle? La réalité, c'est d'abord de constater qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des permis de construire, notamment en zone tendue. La réalité, c'est aussi de constater qu'il n'y a pas assez de logements, libres comme sociaux, produits dans ces zones tendues, alors que, nous le savons tous, les besoins sont importants, même de plus en plus importants. Alors oui, il faut réussir à réconcilier notre pays avec l'acte de construire, et ça, nous y arriverons seulement avec l'engagement des élus. Vous le savez, il y a un Conseil national de la refondation du logement, et il formulera de nombreuses propositions en ce sens. Pour y arriver, je veux également accompagner le chantier d'une décentralisation efficace, comme l'a souhaité le président de la République, et les discussions ont d'ores et déjà commencé avec les associations d'élus. Et je veux trouver aussi avec vous donc le chemin pour redonner aux élus et aux Français l'envie de construire des logements pour tous, pour le plus grand nombre. Bien évidemment, dans la situation écologique de notre pays, il faut construire plus, mais il faut aussi construire mieux. La dynamique est en cours, les promoteurs, les architectes, les entreprises du bâtiment travaux publics sont en train de transformer en profondeur leur activité pour répondre à cette ambition environnementale et aux exigences de la RE 2020. J'étais hier à un salon du bois dans la construction à Lille et on voit comment l'ensemble des promoteurs, des architectes, des entreprises, avec le ministre de l'Agriculture pour créer cette filière bois, prend en compte cet impératif de construire plus et de construire mieux. La RE 2020 donne un cadre réglementaire ambitieux en portant dans la construction neuve plusieurs objectifs, des objectifs de sobriété énergétique, vous le savez, des objectifs de sortie des énergies fossiles et des objectifs de diminution de l'impact carbone. Cette accélération dans la construction de la ville durable que le gouvernement porte, elle se concrétise également par le fonds vert. Ce fonds de 2 milliards d'euros pour les collectivités locales, c'est un engagement fort pour accélérer la transition écologique de nos villes, de nos territoires. Et cela fonctionne, puisque vous le savez, déjà 150 projets ont été déclarés lauréats de ce fonds pour accompagner les collectivités dans leurs projets. Pour entrer dans le fonds, il faut faire des propositions pour adapter la ville au changement climatique, pour régénérer
des friches urbaines. Le Fonds vert a pris en son sein et a pérennisé le Fonds friche qui avait très bien marché dans le plan de relance. Il permet aussi aux collectivités locales de rénover des équipements publics et en particulier les écoles, même s'il y aura un plan école qui sera présenté dans quelques semaines. C'est du concret et surtout, je le rappelle, c'est un fonds à destination des élus locaux qui sont les mieux placés pour porter des projets de transition écologique adaptés à leur territoire. Il faut aussi rénover massivement en lien avec les collectivités. C'est une priorité très claire de notre gouvernement et le président de la République l'a rappelé en ciblant la transition écologique parmi les axes principaux sur lesquels il nous faut accélérer concrètement pour nos citoyens. Je veux le redire avec force parce que les discours qui consistent à dire que rien ne va ne font qu'entacher la crédibilité de cette politique publique essentielle. Les résultats de MaPrimeRénov' et de France Rénov' sont concrets, ils sont là. MaPrimeRénov', c'est la réussite de la massification des travaux de rénovation. Il y a eu 1,5 million de projets soutenus depuis 2020, plus de 160 000 rénovations globales. Et donc bien au-delà des chiffres qui ont été indiqués par moment. Ce bilan est bon, ce qui ne nous empêche pas, bien évidemment, de vous dire qu'il faut faire mieux. Pour faire mieux et plus de rénovation globale, il faut faire mieux et plus de rénovation globale, notamment dans l'habitat collectif, et vous êtes un certain nombre à connaître les problématiques de l'habitat collectif. Il est indispensable d'inventer de nouvelles aides pour les copropriétés notamment. Et il faut continuer à améliorer, fluidifier le parcours des usagers et faciliter leurs projets. Il y a encore trop d'usagers qui viennent vers vous, les parlementaires, pour nous dire que le dossier est long et prend du temps à être répondu. Mais nous allons, et nous y travaillons, avec l'ANA pour améliorer ces situations. Pour amplifier nos efforts par la mise en œuvre d'une trajectoire crédible de sortie des énergies fossiles, par un meilleur accompagnement des ménages par le service public France Rénov', j'en ai parlé, par un parcours plus lisible et incitatif, avec des subventions plus importantes pour aller vers une rénovation globale et pas une rénovation au geste, bien évidemment. Par la poursuite du soutien aux copropriétés, j'en ai déjà parlé, et lever les freins qu'ils rencontrent en matière d'information, en matière d'accompagnement, en matière de gouvernance. Vous le savez, gérer une copropriété, c'est difficile. Avoir un quorum en assemblée générale, c'est pas toujours facile. Faire voter les travaux, ça l'est encore moins. Il faut, je le crois, retoiletter tout cela. Et évidemment, diminuer autant que possible le reste à charge pour que les travaux de la copropriété soient votés. C'est le travail que nous menons avec l'ANA, mais aussi avec les institutions bancaires, pour que l'accès aux prêts, notamment l'éco-prêt à taux zéro, soit possible pour financer le reste à charge et déclencher l'acte du vote en Assemblée générale et donc les travaux. Ensuite, il faut bien évidemment continuer, et c'est une urgence, à structurer la filière, puisque pour pouvoir avancer, il faut que des gens puissent faire ces travaux. Et c'est un chantier que nous menons avec la FFB et la CAPEB et le ministre Bruno Le Maire, notamment lors des assises du bâtiment. Nous continuons et nous continuerons à concerter avec l'ensemble de ces leviers, et les collectivités locales ont bien sûr un rôle clé à jouer. À ce titre, une concertation pour co-construire le cadre pérenne et simplifié de portage de financement de France Rénov' est en cours, y compris dans le chantier lié à la décentralisation, pour voir quels sont les meilleurs outils. Je vais vous parler maintenant de la politique de la ville, comme vous m'y avez invité, Madame la Présidente, et faire nos quartiers de demain avec nos élus. Lier la politique de la ville et du logement, comme l'ont décidé de le faire le Président de la République et la Première ministre, à travers le ministère qui est le mien, permet, je crois, d'avoir des résultats forts dans nos quartiers pour que les habitants des quartiers se sentent pleinement citoyens de la République. Quartier 2030, c'est une ambition, des outils et une méthode. J'y reviendrai. Il n'y a pas de séparation entre quartier 2030 et la politique de la ville et les futurs contrats de ville. Quartier 2030, c'est une ambition qui nous porte dans un calendrier qui est à la fois de moyen terme mais atteignable. Et d'ailleurs, les nouveaux contrats de ville seront sous-titrés engagement quartier 2030 pour bien montrer le lien
entre ces projets et ce chapeau général que souhaite le président de la République dans l'ambition qu'il a fixée pour les quartiers populaires au sourd d'un certain nombre d'enjeux que vous avez rappelés, la jeunesse, l'accès à l'emploi, notamment à travers l'entrepreneuriat, la rénovation urbaine, la tranquillité et la sécurité, l'éducation notamment. Quartier 2030, ce sont des outils de la politique de la ville rénovés et c'est le travail que j'ai lancé au service de la reconnaissance des habitants, de leurs besoins et de leurs paroles. C'est pour ça que j'ai lancé début mars la commission présidée par Mohamed Meshmash pour repenser la participation citoyenne, s'assurer que la parole des habitants irrigue notre action. Je souhaite vraiment que les futurs contrats de ville engagement 2030 soient coécrits, co-construits avec les habitants des quartiers et surtout qu'on ait, je crois enfin, même si tous les ministres de la ville l'ont probablement dit avant moi, une capacité à construire un projet sur mesure en fonction du quartier, la politique de la ville dans le quartier Pisevin à Nîmes, pour prendre un exemple qui est cher au sénateur Bourga, ou un quartier de Nice ou de Clichy-sous-Bois, eh bien, ne doit pas forcément embrasser les mêmes enjeux. Certains quartiers peuvent pouvoir travailler sur les questions de la petite enfance, d'autres celles de l'accès à l'emploi, d'autres veulent faire tout ça en même temps. Même si nous allons donner des axes qui sont des axes assez naturels, eh bien, je souhaite que chaque territoire, les élus, les habitants, avec l'aide des préfets, puissent construire leur propre contrat de ville, engagement quartier 2030, en fonction des priorités qui seront les leurs. Et il n'y aura pas de la part des préfets des refus ou des demandes de revoir la copie parce que parmi les 4 axes, un axe a été pas assez embrassé par le projet. Je pense que les élus sont les meilleurs connaisseurs de leur territoire et des priorités qu'ils souhaitent fixer dans le contrat de ville. Et vous l'avez dit, la commission de Mohamed Meshmash doit être une commission qui permette l'expression de cette parole, la garantisse, et puis nous aider à réfléchir à ce que sera la participation des habitants. Les conseils citoyens ont joué un rôle. Là où ils en jouent encore, eh bien, il faut les préserver. Là où ils ont besoin d'être retoilettés, retoilettons-le. Vous le savez, on est quelques-uns à être un peu maintenant des anciens, je ne vais pas dire des vieux, des anciens de la politique de la ville et de la participation des habitants. Rien que le nom conseil rend les choses déjà suspects de côté de nos habitants. Moi, j'ai eu le conseil citoyen dans lequel on a tiré au sort des gens et d'un seul coup, le regard des habitants du quartier sur eux, alors qu'ils ont été tirés au sort, change. Donc, soyons inventifs. Moi, je crois aux tables de quartier, aux dispositifs plus informels de participation des habitants qui se constituent autour d'un projet dans lequel les habitants vont pouvoir échanger sur ce projet parce que ce projet les intéressent, ils sont pour, ils sont contre, ils ont envie de le faire évoluer. Et puis, une fois que ce projet est sur les rails, la table de quartier peut continuer et s'intéresser à un autre projet. Des gens peuvent rentrer, peuvent sortir. Je pense que la politique de la ville et la participation des habitants a besoin d'outils assez souples qui s'adaptent en fonction des envies des habitants. Et c'est le sens je crois, du travail que fera Mohamed et la vingtaine de personnes qui l'accompagnent dans cette commission, une commission qui comprend des experts, des élus, des habitants, des militants associatifs. Et donc ce travail est en route. Depuis hier, je crois, les préfectures ont reçu les nouvelles propositions de cartographie de la géographie prioritaire, donc les nouveaux quartiers en politique de la ville. Et là encore, je souhaite qu'il y ait de la souplesse et qu'un travail itératif se fasse, cette fois-ci plutôt entre les préfectures et les élus qui, là aussi, sont les plus à même de connaître leur territoire et de voir que dans un endroit qui n'a pas été coché par l'INSEE dans le carroyage, eh bien, il y a besoin d'une intervention de la politique de la ville. Évitons les effets de bord, les effets de trottoir, et ce travail doit commencer dans les jours qui viennent, puisque maintenant, les préfets ont tous reçu le travail mené par l'INSEE. Et c'était l'objet de la réunion que j'ai menée avec eux, à la fois
leur dire mon souhait de cette grande prise en compte de la parole des habitants dans les futurs contrats de ville quartier 2030, et ensuite de travailler avec les élus des villes et des intercommunalités à définir le nouveau zonage. Donc j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave, je crois avoir dit l'essentiel en termes de souplesse. Et donc l'idée, c'est d'avoir des contrats de ville engagement quartier 2030 sur 3 ans, et donc qui embrassent le programme quartier 2030, hein, puisqu'on signera les nouveaux contrats de ville engagement quartier 2030 au 1er janvier 2024, et le calendrier sera tenu. Un programme de 3 ans, donc 24, 27, 27, 30, et donc avec une clause de revoyure, si possible un maximum de conventions pluriannuelles d'objectifs pour que et les collectivités locales et les associations ne passent pas leur temps à faire des demandes de subventions, et les services, et que ce soit dans les villes ou dans les préfectures, ne passent pas leur temps à faire des bilans, etc., mais qu'on donne du temps aux délégués du préfet, notamment, qui jouent un rôle très important dans les quartiers en politique de la ville, qu'on donne du temps aux associations pour faire leur travail, et pas trop de paperasserie. C'est vraiment l'objectif qui est le mien. Voilà en quelques mots les grandes lignes, tant sur le logement que sur la politique de la ville. Si je reprends vos questions, Madame la Présidente, s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, je vous le redis, l'engagement du Président de la République, quartier 2030, est un engagement qui souhaite embrasser l'ensemble de la politique dans les quartiers populaires. Il est très attentif à la question de l'entrepreneuriat et de l'emploi dans les quartiers. Il souhaite qu'on développe cette question-là. Il souhaite aussi qu'on développe la place des femmes, à la fois dans l'engagement, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la ville et dans leur quartier. Et donc, il y aura un certain nombre d'actions et de propositions sur ces sujets. Il nous a demandé aussi de travailler sur la question de la fracture numérique dans les quartiers populaires et l'entrepreneuriat numérique. Et donc, ce chapeau viendra alimenter la politique de la ville. On travaille aussi à la possibilité d'avoir des politiques d'investissement, même dans les quartiers qui ne sont pas en rue, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas dans un quartier qui a été défini dans un programme en rue qu'il n'y a pas des choses à faire. Alors ça doit se coordonner avec la dotation de politique de la ville, avec le fonds vert, etc. Mais on a un souhait de pouvoir détacher des moyens d'investissement dans ces quartiers. Certains ont connu le PNR 4, par exemple, qui était porté par l'ANRU et qui permettait d'investir dans les quartiers de centre-ville, notamment sur l'habitat ancien dégradé. Et donc c'est tout ça qu'on essaye de remettre en place dans le calendrier qui sera respecté, celui d'un début de quartier 2030 au 1er janvier, avec vraiment, en tout cas c'est mon souhait, des programmes qui seront coécrits avec les habitants, les associations, les élus, et vraiment à l'échelle de leur quartier. Bon, j'ai essayé de vous répondre, je crois, déjà sur la politique de la ville, la commission nationale, la coordination ANCT en rue. Alors j'entends, il faut qu'on regarde effectivement. Il y a plusieurs coordinations à améliorer, je crois. Même si ils y travaillent toujours d'arrache-pied, celle de l'ANRU et de l'ANA. En tout cas, la visibilité, la compréhension pour les élus. Il y a souvent dans des programmes en rue des copropriétés dégradées, des copropriétés fragiles. Je ne parle pas des quartiers dans lesquels on a un programme en rue, une ORCOD d'intérêt national, dans lequel l'articulation est encore plus complexe, mais elle est utile parce qu'on n'a jamais eu d'outil plus puissant que l'ORCOD pour intervenir dans les copropriétés dégradées.
la règle, hein, c'est si la copro reste une copro, c'est l'ANA. Si la copro est recyclée en logement social, c'est plutôt l'ANRU. Mais tout ça doit s'articuler. C'est vrai que la méthodologie de l'ANRU est une méthodologie reconnue, et c'est tant mieux. L'ancien président s'en réjouit. Et on le sait, par exemple, vous parliez d'Action Cœur de Ville. La moitié des programmes Action Cœur de Ville existent dans des villes où il y a un programme ANRU. Alors pas forcément dans le programme Action Cœur de Ville. Et c'est souvent des éléments de réussite. D'abord parce que ça permet d'aider au relogement. Un des freins aujourd'hui très importants dans les programmes de renouvellement urbain, c'est le temps du relogement. Et ça, c'est lié aux questions de logement et de production de logement. On le voit aujourd'hui, hein, certains programmes dépassent l'année de retard sur le relogement, et c'est fâcheux. Ça veut dire que, et c'est aussi le rôle des intercommunalités, les populations des quartiers en renouvellement urbain doivent être regardées avec leurs problématiques, mais aussi leurs qualités, et on ne doit pas dire que des habitants des quartiers ne peuvent pas être logés dans d'autres villes, etc. La reconstitution de l'offre du logement social est extrêmement important pour la réussite des programmes ANRU, mais je parle devant quelques experts, donc ils savent aussi bien que moi ce que je dis, et donc il faut qu'on travaille. La coordination entre l'ANCT et l'ANRU, normalement, est bonne, mais si elle est perfectible, on y travaillera. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont souhaité que l'ANRU garde une forme d'autonomie au moment de la création de l'ANCT, parce qu'elle a des spécificités, mais la présidente de l'ANRU est membre du conseil d'administration de l'ANCT et participe à ces travaux. Mais j'entends, s'il y a des améliorations à faire, nous y travaillerons. Je crois avoir balayé l'ensemble de vos questions, Madame la Présidente, mais si j'en ai oublié une, je veux bien y revenir. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense que les questions ou les besoins d'approfondissement de vos réponses ou de votre intervention se feront par le biais de questions. Merci en tout cas, Monsieur le Ministre. Vous avez employé un mot que moi je n'ai pas osé prendre à cette heure, enfin qui n'est plus matinale, mais quand même, celle de le mot de bombe sociale. Vous avez parfaitement raison. Je crois qu'ici, nous partageons toute cette crainte parce qu'il y a une conjonction, on va dire, de contraintes ou de situations qui nous semblent enfin, mettre en très grande fragilité l'exigence d'accès au logement qui nous obsède tous et qui est le vecteur d'intégration comme le travail. Il y a deux phénomènes. Aujourd'hui, il y a celui, et à chaque fois, ces phénomènes et ces contraintes viennent d'idées vertueuses. Mais on dit aussi que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je pense qu'on s'y retrouve un petit peu. Il y a l'interdiction de logement dit passoire thermique. Alors, vous l'avez dit, il y a des aides considérables à la rénovation, mais nous savons que dans certaines parties du territoire, et parfois dans des milieux ruraux notamment, il y a des logements qui font office de logement social très souvent, qui appartiennent à des petits propriétaires qui n'ont pas forcément ni la volonté ni les moyens d'entreprendre des rénovations. Donc on va se retrouver avec une pénurie assez violente de logements, alors même que l'on sait que le logement est un temps long. Et deuxième contrainte, et personne n'a encore osé ici prononcer ce gros mot, qui est celui du ZAN. Alors le ZAN, chose extrêmement vertueuse, enfin avec le ZAN on frôle la sainteté, hein, si j'ose dire, sauf que comment... Après Pâques, ça va. Voilà, mais on va attendre la résurrection, si je puis dire, parce que comment va-t-on pouvoir, mais sérieusement, et ce n'est pas une provocation, ma question, c'est vraiment un souci réel de tous les élus, conjuguer cette contrainte de diminution de logements passoires thermiques d'une manière très rapide, alors même que la contrainte du ZAN arrive, sincèrement, je pense qu'on est là au cœur de la manière dont nous ne savons pas toujours dans notre pays réfléchir en écosystème. Nous réfléchissons de manière thématique, nous devons être vertueux écologiquement, mais socialement, il y aura un impact sur le logement.
Donc je vous avoue que si on peut vous entendre là-dessus, même si ce n'est pas votre champ, mais tout est lié. Troisième point sur le logement, c'est aujourd'hui les conditions bancaires, vous l'avez un peu évoqué, qui se durcissent terriblement pour avoir accès à la propriété, y compris des gens qui ont des revenus qui ne les mettent pas en danger de ce rendettement, se retrouvent face à des difficultés. Et puis, on va être heureux, et Dominique Estrosi Sassone certainement, parce qu'elle a été une des actrices du contrat de mixité sociale, pour dire que l'obligation de logement social, personne ne le comptait, mais il faut que le logement social soit dans des endroits pertinents. Ça n'est pas parce que vous atteignez un seuil que vous êtes pertinent pour accueillir du logement social, parce que vous n'avez ni emploi, ni source de mobilité, et que la mutualisation est assez intéressante. Et le maire, vous l'avez dit, on ne connaît que des maires frustrés, vous avez dû l'être un peu, et qui ont beaucoup de mal à expliquer à leurs concitoyens qu'ils ont sur leur liste d'attente des gens qui habitent dans leur ville, qui sont des enfants de gens qui habitent dans la ville, etc., dans des situations difficiles, et que le maire n'arrive pas à accorder de logement quand les préfets ont des possibilités d'attribuer ces logements, et je ne conteste pas le principe, mais que tout ça se fait d'une manière qui n'est pas toujours très heureuse et qui, en tout cas, met le maire en difficulté, en pression. Voilà, vous êtes assez de questions, Monsieur le ministre, cher Olivier, Madame Estrosi Sassone, Monsieur Bernard Buis. Je propose ces deux premières questions, et après, Laurent Burgoa, Sonia de la Provoté et Jean-Michel Houllegatte. Cher Dominique, qui est un peu Madame Logement. Dans cette... Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, un certain nombre de questions. Alors, ce n'est pas ce que vous avez dit, mais moi, j'attire votre attention et sur un bruit ambiant quand même qui ne cesse de monter, comme quoi dans notre besoin, il n'y aurait plus, dans notre pays, il n'y aurait plus besoin de construire et de constructions neuves, mais qu'il faudrait mettre uniquement tous nos efforts sur la rénovation énergétique des logements et bien sûr sur la remise sur le marché des logements vacants. Donc pour moi, ce bruit qu'on entend de plus en plus, en tout cas d'une certaine partie d'acteurs ou d'opérateurs, est particulièrement inquiétant au regard de la crise du logement que nous traversons. Donc, bon, vous l'avez confirmé, hein, qu'il faut bien qu'il y ait les deux piliers, à la fois la rénovation énergétique des logements, qui est un véritable défi et qu'il faut porter de façon ambitieuse, mais aussi le besoin de construction neuve. Pour autant, c'est quand même une réalité aujourd'hui qu'on entend de plus en plus. Je voudrais vous interroger sur la création des autorités organisatrices de l'habitat, qui ont été créées par la loi 3DS. C'est un marqueur important pour les politiques du logement, pour les élus locaux. Sauf que aujourd'hui, il faut faire en sorte que ces AOH ne restent pas des lettres mortes et justement qu'elles ne demeurent pas des structures vides d'effets. Pour cela, il faut réfléchir à un mode de financement ad hoc des autorités organisatrices de l'habitat pour qu'elles puissent véritablement développer une compétence réelle et donc sur les territoires. Alors, je voudrais vous interroger sur ce que vous pensez de la proposition de la Fédération des offices publics de l'habitat. Donc, bon, j'en suis moi-même la secrétaire générale, donc je la porte aussi comme j'ai porté les AOH dans la loi 3DS. Je sais qu'aujourd'hui, cette proposition, bon, elle peut faire débat. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, qui serait de faire en sorte que donc il y ait une partie de la PEC qui viendrait donc abonder les AOH, comme on a des autorités organisatrices de mobilité avec un financement qui leur est propre, et donc cette partie de la PEC viendrait donc abonder les AOH pour les doter d'un financement ad hoc propre et qui leur permette véritablement d'exercer ces compétences dans les territoires. Et en plus, ça viendrait améliorer l'efficience du lien qu'il y a entre l'emploi et le logement au plus près des besoins des entreprises et des territoires. J'ai beaucoup, depuis de nombreuses années, plaidé pour que puisse être créé un véritable statut du bailleur privé. Je sais que vous en avez parlé, et je crois savoir aussi que le Conseil national de la refondation s'est penché sur la création d'un statut du bailleur privé. Alors peut-être tout le monde n'entend pas la même chose par la création d'un statut du bailleur privé.
Moi, je voulais interroger sur le fait de, est-ce que vous concevriez de créer un statut du bailleur privé qui soit unique, qui soit pérenne et qui s'applique à tous les types d'investissements, c'est-à-dire quel que soit son emplacement, et on ne tiendrait plus compte des zonages, quelle que soit sa destination, c'est-à-dire que l'investissement locatif porte sur une résidence principale, sur une résidence une location longue durée, et enfin, quel que soit le type de logement, qu'il s'agisse d'un logement neuf ou ancien. Donc voilà, j'aimerais connaître votre idée. Sur les logements intermédiaires, vous n'en avez pas parlé, mais dans des territoires tendus, par exemple comme le mien, même si les efforts doivent continuer à se porter essentiellement et majoritairement sur la production de logements sociaux, pour autant les logements intermédiaires sont extrêmement importants parce qu'ils permettent aujourd'hui à des classes moyennes de pouvoir se loger dans nos villes, alors que sans cette possibilité d'offrir ce type de logement, eh bien, les classes moyennes qui ne peuvent pas accéder à des logements sociaux, qui parfois ne peuvent pas aussi accéder à l'accession à la propriété, peuvent trouver une solution de logement à travers les logements intermédiaires. Donc, est-ce que vous êtes favorable, bien sûr, à continuer à augmenter leur développement, plus particulièrement dans les zones tendues? Vous n'avez pas parlé non plus de l'accession à la propriété, qui est absolument indispensable si on veut quand même travailler sur tous les segments du logement et faire en sorte que le parcours résidentiel puisse bien fonctionner. Et là aussi, dans les zones tendues, pour justement permettre cette accession donc à prix maîtrisé, certains territoires, je prends l'exemple du territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur, mais ce n'est pas le seul, on a mis en place des chartes promoteurs, bailleurs sociaux et intercommunalités, éventuellement communes, des chartes qui visent à encadrer, autant que faire se peut, les prix des opérations en accession sociale ou en accession à la propriété à coût maîtrisé, mais également, et ça marche quand même, ça marche, parce que ça permet de réguler un marché du logement, des prix du logement qui, de toute façon, malheureusement, dans les zones tendues, ne se régulent pas naturellement. Sauf que ces chartes, elles n'ont pas d'assises légales. Elles sont parfois contestées, et pour autant, elles ont quand même une démarche qui est vertueuse, en particulier dans les zones tendues. Est-ce que, est-ce que vous conduiriez une réflexion qui vise quand même aujourd'hui à faire en sorte que ces chartes promoteurs, constructeurs, opérateurs sociaux puissent bénéficier demain d'une assise légale qui leur permette de moins être potentiellement attaqués ou d'embarquer tout le monde dans ces objectifs? Et dernier point, parce que j'ai bien conscience d'avoir été trop longue, juste sur la politique de la ville, moi j'ai été alertée par la sous-préfète à la ville la semaine dernière, qui a reçu effectivement donc les retours mais la concertation qui doit être lancée, me dit-elle, elle devrait arriver plutôt pendant l'été. Et j'attire votre attention sur le fait qu'une concertation qui arriverait pendant l'été, dans nos quartiers, elle serait, pour le moins, peu efficiente, parce que c'est pas là où on va forcément, dans ces périodes-là, avoir les habitants pour justement les mettre en œuvre cette concertation. Enfin, pour elle, dans le calendrier qui a été préétabli, ça ferait une concertation un petit peu loin dans le temps, et en tout cas à un moment où dans nos quartiers, ce serait susceptible d'avoir moins d'habitants. La concertation s'appelle les impliqués. printemps des quartiers, donc je pense qu'il y a une incompréhension avec la sous-préfète. Bon, alors je reviendrai vers elle Vous savez, à il y a ce des sujet. bouleversements climatiques. Voilà, j'en ai terminé, merci. Merci beaucoup, cher Dominique. La parole est à notre collègue Bernard Buis, sénateur de la Drôme. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour vos propos introductifs clairs et précis. Moi j'aurais deux questions. La première porte sur le bonus aux maires engagés que proposera le Conseil national de la refondation logement. Parmi les propositions envisagées par le CNR Logement, celle sur les maires a particulièrement retenu mon attention. Comme vous le savez, assurer le maintien ou le développement d'une dynamique urbaine fait partie de la mission des élus qui peuvent améliorer le cadre de vie de leurs administrés. Même si la production de logements peut être perçue comme une charge financière, elle rapporte cependant aux finances publiques via les droits de mutation, bien sûr, et surtout la TVA dont les taux varient de 5,5 à 20%. Afin d'organiser une émulation entre élus,
Le CNR Logement proposera la création d'une aide forfaitaire d'un montant calculé sur une moyenne de logements construits et ou transformés, à condition qu'ils aient été vides auparavant et que ces travaux les remettent sur le marché au cours des 3 ou 6 dernières années. Le montant de l'aide pourrait s'accroître avec le caractère social du logement produit, sauf dans les communes carencées. Que pensez-vous de cette proposition? Ma deuxième question porte sur les copropriétés dégradées. Monsieur le ministre, le 15 décembre dernier, un incendie a tué 10 personnes dans une copropriété située dans la commune de Vaux-en-Velin. En tant qu'ancien maire, riche de votre expérience passée, vous êtes particulièrement impliqué sur ce sujet des copropriétés dégradées qui touchent d'autant plus nos quartiers en politique de la ville. Pouvez-vous nous indiquer ce que vous comptez faire à ce sujet? Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, cher Bernard. Monsieur le ministre. Merci. Donc, je redis à Dominique, on va refaire un point avec l'ensemble des préfets. L'objectif, c'est que la concertation s'engage dès maintenant. À la fois la concertation sur le zonage et la concertation sur les thématiques retenues dans le quartier. Et bien évidemment, même s'il y a la commission Mohamed Mechmach, il ne faut pas attendre qu'un ou des membres de la commission soient présents un soir dans ce quartier pour lancer le travail. Donc, j'étais hier dans le Nord, ils allaient lancer un certain nombre d'hackathons thématiques autour de la politique de la ville. Donc la concertation démarre ou a démarré sans problème. Il ne faut surtout pas attendre l'été, ça n'aurait aucun sens. Sur les autres sujets, oui, le petit bruit de fond qui dit il y a 2 millions de logements vacants dans ce pays, il y a 2 millions de demandeurs de logements, je l'entends aussi. C'est un bruit de fond qui n'a aucun sens. Enfin, les gens habitent essentiellement là où il y a de l'emploi. Donc oui, il faut construire. Il faut construire tout type de logements, notamment en zone tendue, mais bien sûr pas seulement. Et donc, comme je le disais, essayer de redonner le goût de construire. Moi, je crois, comme vous, aux AOH, parce que ça permet de cadrer la réflexion du logement, et les AOH, je crois, seront aussi au cœur de nos réflexions sur la décentralisation des politiques de logement. Là où cette dimension est prise en compte par l'intercommunalité, la métropole, et il y a cette vision de planification de la politique du logement et d'une volonté organisatrice, je pense que dans les échanges qui sont les nôtres avec l'association d'élus, très probablement, il y aura contractualisation, expérimentation et pas forcément décentralisation pour décentraliser. L'objectif de la décentralisation, c'est justement de répondre et essayer de lutter contre cette urgence et cette future bombe sociale. Donc là où il y a une volonté politique de construire plus, de construire pour le plus grand nombre, évidemment, on l'accompagnera. Après, sur la proposition des offices et de Marcel Rougemont, et donc de vous-même, Madame la sénatrice, il y a actuellement une réflexion qui est en cours de la nouvelle convention quinquennale avec Action Logement. Bien évidemment, le sujet de la PEC est important, le sujet du FNAP est un sujet extrêmement important, sur lequel il reste encore beaucoup de travail à faire. Ce qui est certain, c'est que ces objectifs de construction doivent être en lien avec les besoins et l'accompagnement du FNAP, qui est d'ailleurs déjà largement décentralisé, doit nous permettre d'accompagner les bailleurs sociaux qui souhaitent construire avec des aides, tant des aides sur la réhabilitation que des aides sur la construction. Aller aujourd'hui, dans le cadre des échanges qui sont les nôtres avec Action Logement, jusqu'au bout de cette proposition, permettez-moi de dire que je n'en suis pas sûr. Mais elle a le mérite de faire réfléchir et bouger les choses. Les logements intermédiaires, bien évidemment, c'est fait partie du parcours résidentiel, et j'en suis intimement persuadé comme vous. J'essaye de me décrire plus comme le ministre du parcours résidentiel que le ministre du logement. Et oui, le logement intermédiaire répond à un besoin. Il faut continuer l'augmentation de la production. J'en parlais notamment avec Anne-Sophie Grave, qui est
la directrice de la Caisse des dépôts Habitat et qui est un des acteurs de cette production du logement intermédiaire avec INLI. Donc on va continuer à accompagner parce que ça correspond à un besoin. C'est souvent, en plus, pour ceux que j'ai visités, des beaux produits et il est important qu'il le reste pour construire le parcours résidentiel. Sur le statut du bailleur privé, c'est un sujet extrêmement important. C'est un oui de principe de ma part. C'est une proposition du CNR. Il y a déjà le statut du loueur en meublé qui est intéressant et je pense effectivement que cette réflexion doit nous permettre d'uniformiser un certain nombre de propositions, lui donner de la visibilité, voir quels sont les... Enfin, le statut doit être vertueux, donc sur la qualité du logement, sur le loyer tel qu'il sera proposé par ceux qui obtiendront ce statut. Est-ce que l'aide fiscale est liée à l'amortissement ou plus globalement? C'est encore des chantiers qui sont les nôtres. Quels sont les... il faut faire attention que ça n'ait pas des effets inverses, c'est-à-dire que si on travaille sur le loyer, que le propriétaire ne fasse pas des mouvements vers une hausse des charges. Enfin, tout ça demande un travail. À ce stade, il n'y a pas de raison de le limiter au neuf, notamment dans notre volonté de faire disparaître les passoires thermiques. Je pense que ce statut doit être aussi vertueux et accompagner la rénovation. Alors, on parlait tout à l'heure de la nécessité de construire du neuf. Elle est vraie. La réalité quand même, c'est que 80% des logements de 2050 existent déjà. Donc il faut aussi se concentrer sur la rénovation de l'existant. C'est une priorité et il faudra la tenir intelligemment, sans faire sortir dans la situation qui est la nôtre trop ou du logement du parc social ou du parc locatif accessible. Donc c'est ça qu'il faut tenir en même temps, si j'ose dire. La rénovation, ne pas perdre trop de logements parce que notre pays n'en a pas les moyens, mais les propriétaires qui touchent des loyers connaissent le calendrier. Il faut être vertueux et qu'il le soit aussi dans les aides. Il ne faut pas accepter, et on essaye de s'en prémunir, c'est pas simple, qu'un certain nombre de logements passoires basculent d'un seul coup comme par magie dans des meublés touristiques. Et ça serait insupportable, bien évidemment, et on essaye de trouver le biais législatif pour y arriver. Donc voilà, on est en train de travailler, et y compris ceux qui ont travaillé sur le CNR. L'accession à la propriété, bien évidemment, dans le cadre de cette notion de parcours résidentiel, elle est très importante. Il n'y a pas de graduation dans ma vision de ce qui est bon dans un parcours résidentiel. Et il faut aujourd'hui, dans la crise qui est la nôtre, vous le savez, la promotion immobilière attire notre attention. Hier, Olivier Saleron et la Fédération française du bâtiment faisaient une conférence de presse qui tirait la sonnette d'alarme sur les effets de la baisse de la vente. En gros, janvier-février 2023, c'est 42% de ventes en moins que janvier-février 2022, qui n'était déjà pas une très bonne année. Quand je suis devenu ministre, les promoteurs venaient me voir en me disant c'est une catastrophe, on a une crise de l'offre, on n'a pas assez de logements à vendre, et aujourd'hui on est sur une crise de la demande. Et donc il faut la comprendre, il faut travailler sur les taux d'intérêt, il faut travailler avec les banques, ce que l'on fait avec Bruno Le Maire, donner, sans renvoyer des Français dans le surendettement bien évidemment, mais donner par moment peut-être une forme de souplesse entre le taux d'endettement et le reste à vivre, ce que vous avez évoqué. C'est un sujet qui est le nôtre. Moi je crois à la vertu du prêt à taux zéro dans l'accession à la propriété, notamment pour les primo-accédants, pour les jeunes couples. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille, mais bien évidemment avec l'augmentation des taux d'intérêt, le prêt à taux zéro coûte plus cher à l'État, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus. Je crois aussi
aux politiques foncières, au bail réel solidaire, au renforcement des offices fonciers solidaires, parce que si on arrive à déconnecter le foncier de l'appartement, on diminue le prix du produit de vente de l'appartement, et donc on permet à plus de personnes d'accéder à la propriété. Les chartes promoteurs, oui, les élus en font, elles sont parfois à la limite, on va dire, de la légalité, mais c'est un outil intéressant, et je pense qu'il faut travailler à sa construction, ne pas en rendre un objet substitutif au PLU, bien évidemment, parce que l'outil réglementaire, c'est le PLU ou le PLUI, donc il faut trouver l'équilibre. Mais est-ce qu'il faut légiférer ou sur les chartes promoteurs? Je n'ai pas d'avis à ce stade, mais il faut regarder effectivement, parce que c'est un outil que beaucoup d'élus utilisent, et de manière vertueuse, pour privilégier l'accession à leurs concitoyens, avoir 15 jours de promotion pour les habitants de sa ville. Enfin, on l'a tous fait, ou plus ou moins fait de manière différente. Et puis, on est aussi dans ces chartes attentifs à la qualité des matériaux, au mode de chauffage choisi, etc. Pour ce qui est des questions de M. Buis, je les ai perdues. Les voilà. Non, je vais les retrouver. Ah, l'aide aux maires bâtisseurs, pardon. Alors oui, ça fait partie des sujets extrêmement importants. On ne peut pas redonner envie de l'acte de construire si on n'a pas une capacité à encourager les maires. Alors, pour l'avoir été, il faut trouver le bon équilibre. D'abord, on sait que le point mort en termes de démographie et de nombre d'habitants dans une ville ne se fait pas en ne construisant pas. Donc, mon sentiment, c'est qu'il faut aider les maires qui bâtissent vraiment, et qui bâtissent au-delà des moyennes des années précédentes, et qui font dépasser le point mort. Parce que si on construit, à Clichy par exemple, je sais que si je fais 130 logements par an, je n'ai pas un habitant en plus, je reste à mes 30 000 habitants, parce qu'il y a un vieillissement, etc. Donc l'aide aux maires bâtisseurs doit se concentrer sur ce qui dépense plus d'argent. Donc il faut définir avec eux, un peu comme ça a été fait dans le cadre du plan de relance, un système vertueux qui dit, bah voilà, vous produisez plus que les années de vos 5 ans précédents en moyenne, etc. Et donc, vous avez une aide. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille bien évidemment autour de la TVA et des richesses produites par la production de logements, pour que lorsqu'on produit du logement, eh bien, on a des dépenses supplémentaires évidentes, parce qu'on aura plus d'enfants dans nos écoles, on aura besoin de plus d'équipements publics, etc. Et on y travaille bien évidemment dans le cadre du CNR et même avant. Et je pense que la TVA est le bon levier, même si on ne peut pas faire de vases communicants, hein, vous le savez, entre la TVA et le budget et les subventions communales. Mais enfin, je le disais tout à l'heure, hein, ce qui a été mis en place dans l'aide à la relance, et donc l'aide au permis attribué, tel qu'un certain nombre d'élus l'ont pratiqué il y a un an, me paraît une bonne méthode. Les copros, oui, ça reste une inquiétude et une priorité. Aujourd'hui, beaucoup d'outils existent, hein, et au final, peu de copros vont très très bien. Ça reste un outil très fragile, la copropriété. Et donc, il faut être attentif. C'est pour ça qu'on veut revoir les règles de gouvernance de la copropriété, mais en respectant évidemment la démocratie d'une copropriété. On y travaille avec le garde des Sceaux et ses services. Il faut améliorer l'accès aux aides, hein, qu'une copro soit en POPAC, en OPA, en plan de sauvegarde, voire en ORCOD. Il faut adapter les aides et surtout rendre les outils plus rapides. La loi Allure a mis en place l'ORCOD, qui est une espèce d'arme atomique pour régler les problématiques des copros, mais on sait aussi que ce n'est pas suffisant. Il faut encore entre 8 et 12 ans pour sortir une copropriété de sa situation. Donc il faut trouver des outils de simplification. Il faut probablement simplifier les outils d'acquisition à travers des DUP. Aujourd'hui,
il y a quand même beaucoup de freins. Les procédures d'urgence sont trop complexes à obtenir avec le transport du juge sur place, enfin, tout un tas de procédures qui prennent beaucoup de temps et qui limitent l'action publique. Parce que pendant tout le temps, et l'exemple de Vaux-en-Velin est un exemple terrible, pendant tout le temps de ces procédures, une copro reste une copro tant qu'il y a deux copropriétaires. Pour un peu qu'elle soit en plus sous administration judiciaire, tout ça rend les choses encore plus complexes. Et pour les gens qui habitent là, ils ne voient pas leur quotidien s'améliorer. Les ascenseurs sont toujours en panne. On se demande toujours si le chauffage va être remis au moment de la saison de chauffe, etc. Donc on travaille. Et il faut qu'on travaille avec vous, les parlementaires, peut-être à des améliorations du cadre législatif actuel pour simplifier les choses et accélérer les processus tels qu'ils existent. Ils sont bons, mais aujourd'hui ne sont pas suffisants. Merci, Monsieur le ministre. Puisque vous avez parlé de lourdeur et de simplification, nous avions ici, il y a maintenant 3 semaines, je crois, les états généraux de la simplification. Nous n'avons pas osé penser au stock, mais nous avons pensé aussi à une sorte de code de bonne conduite qui consisterait dans la fabrique de la loi à laquelle nous participons tous, à être plus sobre en matière de contraintes et d'obligations, comme on nous encourage à l'être en matière d'artificialisation. Le code de l'urbanisme a augmenté de 44%. Donc ceci veut dire que la construction, comme vous l'avez dit très justement, devient plus longue et plus complexe. Et c'est un code qui n'est pas très stable, puisque certains promoteurs, nous avions entendu lors d'une mission conduite par Rémy Pointreau sur la simplification du droit de l'urbanisme, nous faisaient savoir qu'entre l'initiation d'un projet et l'achèvement du projet, le code et les normes pouvaient avoir évolué. Donc je pense que ce serait aussi intéressant, Monsieur le ministre, pour faciliter l'effort de construction que nous devons faire et éviter que cette bombe sociale se fragmente, que nous profitions de cette période pour essayer d'alléger ou en tout cas de réduire des obligations qui n'ont pas toujours de pertinence ou qui renchérissent le coût. Je passe la parole à notre ami sénateur du Gard, Laurent Burgoa, et ensuite nous irons en Normandie avec Sonia de la. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre d'avoir cité le quartier de Pissevin à Nîmes que vous connaissez bien et sur lequel, c'est vrai, on doit dire, nous avons particulièrement bien travaillé il y a encore quelques années, vous en tant que président de l'ANRU et moi en tant qu'adjoint au maire à Nîmes, et pour lequel, bien sûr, vous êtes le bienvenu pour voir son évolution. Mais j'avais deux questions à vous poser. Revenir sur un sujet cher à notre collègue Dominique Estrosi, puisque c'est à son initiative que le Parlement a mis en place, c'est le contrat de mixité sociale. Et avec un peu une expérience gardoise, Monsieur le ministre, est-ce que, je trouve que c'est une excellente chose pour essayer justement de travailler en confiance entre l'État et les élus, de mettre en place ce dispositif, mais y a-t-il eu de votre part, de votre ministère, une circulaire à l'égard des préfets? Parce que je ne veux pas vilipender le département du Gard, mais pour l'instant, les maires reçoivent plus des notifications, j'allais dire, de pénalités que forcément de dialoguer sur un contrat de mixité sociale. Donc, et je crois que c'est important parce qu'on voit bien, et vous me connaissez, vous savez tout l'attachement que j'ai au logement social, mais je crois qu'il faut aussi que l'État local joue le jeu de travailler en confiance avec les élus locaux et non pas à méfiance. Et je me permets d'attirer votre attention là-dessus. Je crois que le contrat de mixité sociale qu'a souhaité le Sénat était un bel outil de confiance entre l'État et les élus locaux, mais il faut qu'aussi localement, l'État joue également cette confiance. Et ma deuxième question, Monsieur le ministre, avec mon collègue Pascal Martin, ici présent, et Guy Benaroche, nous menons actuellement une mission sur transition environnementale et collectivité territoriale. Et ma question était de savoir si, dans le cadre des contrats de ville futurs, où on parle beaucoup, pour ceux qui ont été adjoints à la politique de la ville, d'éducation, de jeunesse, de sport, de culture, de santé, de sécurité, mais très peu d'environnement et très peu de transition environnementale.
et ça aurait-il pas été un axe fort, parce qu'on le voit bien, enfin, je parle sous le contrôle de Pascal, que suite aux diverses auditions, on a un manque de formation tant de nos élus que de notre jeunesse, et dans des quartiers populaires, je pense que des actions dans ce domaine-là seraient les bienvenues. On en prend une deuxième. Oui, on va permettre à la Normandie de prendre la parole, chère Sonia. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, quelques questions. La Présidente a évoqué dans son propos liminaire le rapport qui portant sur le bilan d'action cœur de ville et petites villes de demain, même si on se situe un peu précocement pour petites villes de demain. On avait déjà mis en évidence un certain nombre de sujets et parmi les sujets, l'évolution possible de Normandie, qui est du Malraux patrimonial sans l'aspect historique et qualitatif du patrimoine. Et donc, connaître l'état de vos réflexions en matière de financement et fiscal pour comment dire, donner un coup d'accélérateur à la rénovation et à la réhabilitation des cœurs de ville et cœurs de bourg, pour lesquels on sait que le logement subit une vacance importante pour des raisons tout simplement de normes thermiques, phoniques et d'accessibilité, et aussi des spécificités de liens entre la case commerciale qui est en rez-de-chaussée, le logement au-dessus auquel on ne peut accéder que par la case commerciale, et donc tout un tas d'aspects très techniques et qui nécessitent vraiment un accompagnement particulier. Et pour le coup, le fonds Friche ne s'applique pas dans cette situation-là, mais on a besoin de moyens si on veut pouvoir faire évoluer les choses. Ma deuxième question porte sur la politique de logement et le ZAN. Vous avez dit à juste titre le lien étroit avec, vous avez témoigné du lien étroit avec les élus locaux pour pouvoir, j'allais dire, appliquer le ZAN et néanmoins développer une politique de logement. Je me dis néanmoins parce que c'est pas intuitif que les deux aillent de pair. Dans ces questions qui portent sur le zéro artificialisation nette, qui est quand même vécu comme un outil d'empêchement de développement du logement dans les communes, y compris rurales, peut-être surtout rurales, mais pas que, puisqu'il y a aussi la question de la densité urbaine qui est un peu portée au nu et comme étant la solution absolue à toutes les problématiques de ZAN et de politique de logement dans les grands centres-villes. Or, on a un problème d'adéquation entre les trames vertes et bleues qu'on s'est un peu battu pour préserver dans les centres-villes et centres-bourgs, et qui vont donc un peu à rebours de la densité urbaine pour permettre des continuités écologiques, y compris dans les grandes villes. On a la question des îlots de fraîcheur qui sont quand même l'avenir un peu plus serein des habitants des grands centres urbains. Et donc, j'aurais voulu savoir en quoi votre ministère s'était emparé de la question pratico-pratique du ZAN, c'est-à-dire comment on accompagne dans les communes rurales et comment on permet dans les villes de rester acceptables et d'éviter qu'elles deviennent irrespirables. Voilà. Ma troisième question porte sur le DPE, ce fameux diagnostic de performance énergétique, qui a été un peu appliqué de façon, j'allais dire, systématique, autonome, systématique et uniforme sur tous les logements. Or, le logement d'avant 1949, qui a des qualités particulières, notamment en matière d'inertie et de qualité thermique, dont l'unique problème, entre guillemets, est plutôt la question du toit et des huisseries, et pas du tout la question de mettre une isolation par l'extérieur. Or, le DPE, c'est DPE mauvais égale isolation par l'extérieur, et ça, c'est complètement la négation de la réhabilitation qualitative des centres-villes et centres-bourgs. Donc, j'aurais aimé savoir si vous travaillez au fond cette question de l'évolution du DPE pour qu'il corresponde à une qualité de logement meilleure tout en respectant la qualité esthétique de nos logements. Et je vais terminer sur la loi SRU et les communes nouvelles. C'est un peu notre antienne avec
la présidente. Il n'y a pas de continuité urbaine dans les communes nouvelles. Il y a des communes nouvelles rurales qui sont éligibles à la SRU. Or, elle est complètement inapplicable, à part considérer qu'une des communes historiques va regrouper tout le logement social. Je vous remercie. Peut-être avant que vous ne répondiez, Monsieur le ministre, dire que la question qui est posée par Sonia de la Provôté sur ce que j'appelle un bâtiment du bâti patrimonial. Le bâti patrimonial, vous le savez bien, ce n'est pas que Chambord ou Versailles. On a aujourd'hui des programmes extrêmement intéressants de revitalisation de centres-villes et de centres-bourgs, très souvent dans des villes qui ont un bâti un peu ancien, qui relève souvent du développement durable parce qu'il correspond à une architecture faite de matériaux locaux, donc c'est assez vertueux. Pour densifier ces centres-villes et centres-bourgs, pour ramener du commun, il faut ramener de l'habitat. Or, on sait que la transformation coûte un peu d'argent et qu'en même temps, je pense qu'on a un risque de dérapage assuré et de catastrophe si on fait des isolations comme on le fait dans d'autres bâtiments. Et vous savez qu'en Alsace, il y a une émotion extrêmement forte qui conduit à la mobilisation, puisque la collectivité européenne d'Alsace conduit une réflexion là-dessus, et la commission culture, éducation du Sénat travaille sur le sujet avec Monsieur Bichu en disant non, mais il faut qu'on fasse attention à pas faire de catastrophes qui en plus n'ont pas de sens. Quand on vient apposer certains types de matériaux sur d'autres, ce sont des erreurs que des professionnels du bâti ne font pas. Et puis, dernier point, en abondance de ce que disait Sonia de la Provôté, je regarde Monsieur Adam, que je suis heureuse de revoir, parce que nous l'avions auditionné dans le cadre de la commission spéciale du ZAN. Alors, encore une fois, il ne faut pas croire, mais vous ne le pensez pas, que les élus sont des grincheux, des râleurs, non, non. Mais on a parfois intérêt à les écouter, parce que ça évite après de venir faire des lois pour guérir des irritants. Sur la loi NOTRe, on en a fait 2, et que sur le ZAN, vous savez qu'au Sénat, on est très attentif à ça et qu'on a fait une proposition de loi qui a beaucoup de mérite, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'arrête pas d'hurler sur le fait que pendant des années, on s'est étalé dans les champs, si je puis dire, dans beaucoup de communes périurbaines, on a fait du pavillon avec 800 mètres carrés de terrain, enfin voilà, bon bref, c'était peut-être pas vertueux, mais à l'époque c'était comme ça, et que ça pose des questions sur le regard des gens sur des immeubles qui parfois ne leur donnent pas envie de rester, qu'ils fuyaient certains quartiers. Et moi j'attire l'attention sur le fait que ce qui paraît très sage aujourd'hui, c'est-à-dire une densification, qui parfois ne sera pas acceptable par les gens, peut être une erreur aussi grave socialement que celle de l'étalement urbain. Et moi, je nous donne rendez-vous dans 10 ans ou dans 15 ans, si on est trop ayatollahesque sur le ZAN, sincèrement, regardez, vous le savez bien, monsieur le ministre, la manière dont les maires parlent de l'urbanisme après la Covid et après le confinement, où ils ont dit que parfois un urbanisme trop dense, trop concentré, qui manquait sans doute de confort, de cadre de vie, créait de la tension. Pardonnez-moi, et puis on gardera le meilleur pour la fin. Monsieur le ministre, après votre réponse, ce sera notre collègue de la Manche aussi, Jean-Michel Houllegatte. Merci, monsieur le ministre. Merci. Alors tout ça est très dense. Je vais essayer d'y répondre Vous allez être très bref. rapidement. Et puis s'il y a des compléments à apporter, on vous fera des notes. Sur le contrat de mixité sociale, moi je partage, et je l'ai déjà dit, l'idée que c'est un excellent outil à disposition des collectivités pour réfléchir. On est en phase d'évaluation du bilan triennal de la loi SRU. J'ai écrit au préfet il y a quelques jours, je crois, ou semaines, je ne sais plus maintenant, sur ce sujet-là, pour qu'il, bien évidemment, ait tout à la fois un objectif de respect de la loi, mais aussi un objectif d'échange et à la fois échange et bienveillance en direction des collectivités locales, mais en même temps respect de la loi. Et il y a
près de 400 discussions en cours aujourd'hui de contrats de mixité sociale pour que on ait cette vision et cette compréhension. On le voit hein, aujourd'hui, même si ça va un peu moins bien, près de la moitié du logement social était produit dans des villes carencées. Donc on voit l'effet vertueux de la loi SRU et de son maintien. Parce qu'il faut construire plus partout et construire du logement social. Et vous le savez, mais je sais qu'on partage cette ambition, le logement social, c'est tout sauf un épouvantail. C'est le logement du plus grand nombre. Et donc, il faut continuer à le faire et effectivement articuler ces contrats de mixité à l'échelle des intercommunalités pour être efficace et bâtir, comme vous l'avez dit, monsieur le sénateur, cher Laurent, un contrat de confiance. Enfin, ça ne marche que comme ça, je le crois. Alors, je peux agiter un bâton pour battre, mais je pense plutôt que ça ne sera pas forcément le plus efficace. Mais vous le savez aussi, il y a quand même de temps en temps, de plus en plus rare, quelques élus qui ne jouent pas le jeu et qui nous expliquent qu'ils n'ont pas de foncier pour faire du logement social, mais à la première dent creuse, on voit autre chose se construire. Donc voilà, il faut être attentif et le contrat de mixité sociale est un moyen d'être attentif. Alors je partage complètement l'idée que les quartiers populaires doivent être aussi, peut-être surtout, des lieux exemplaires de la transition écologique. Ça a aussi été dit par vous, Madame la sénatrice. C'est le sens du programme Quartier Fertile que j'avais lancé quand j'étais encore président de l'ANRU. Hein. Il y a près de 200 fermes urbaines qui existent aujourd'hui dans le cadre du programme Quartier Fertile. C'est le sens du programme Quartier Résilient que j'ai lancé là quand je suis devenu ministre, avec l'idée post-Covid qu'un certain nombre de programmes de rénovation urbaine pouvaient être regardés. Ça n'a jamais été le cas, mais parfois on a donné l'impression que l'ANRU avait un dogme de la démolition. Il n'y a pas de dogme, il faut regarder la qualité du logement, etc. Et oui, il faut avoir des objectifs. Je vous l'ai dit, je crois, j'étais hier au salon du bois biosourcé dans la construction. J'ai visité le salon bas carbone et les objets, les immeubles en construction dans nos quartiers populaires doivent être aussi et peut-être surtout exemplaires. Dans ces quartiers, les gens ont souvent moins de moyens, donc c'est là où il faut faire attention aux charges, faire que l'immeuble soit le plus passif possible, le plus vertueux, même si, et j'ai pas répondu à votre question tout à l'heure sur les normes, la RE 2020, elle a son calendrier, il est juste, on n'est pas forcé de l'accélérer. Ça a aussi des effets sur les coûts, mais c'est un bon calendrier et il faut le respecter, en particulier dans les quartiers populaires. Et ensuite, c'est tout ce que vous avez dit, hein, la renaturation, les cours oasis, travailler différemment sur l'espace public, les parkings, des petits parkings de centres commerciaux qui sont aujourd'hui des miroirs à chaleur dans lesquels on peut réfléchir, faire des opérations à tiroirs, construire de l'autre côté du parking la galette de commerce en rez-de-chaussée, construire du logement au-dessus. Et puis tout ça doit être au cœur de nos réflexions. Et vous avez raison, les habitants des quartiers populaires ont droit au bon, au beau et au juste, peut-être encore plus qu'ailleurs. Parce que si on ne leur apporte pas, nous, collectivités locales, enfin vous, collectivités locales, nous, État, et ils ne l'auront pas forcément d'eux-mêmes. Action cœur de ville, petite ville de demain, alors sont vraiment des priorités. Hein, Christophe Béchu et à l'époque Caroline Cailleux ont lancé le programme Action cœur de ville 2 avec plusieurs 5 milliards de mémoire d'euros sur cette action. Il faut la question du commerce est une question extrêmement importante. Je la partage. Il faut, avec les intercommunalités, la Caisse des dépôts, probablement, inventer des outils de portage pour pouvoir avoir cette mutation commerciale, avoir une capacité à la fois de préserver le commerce, de par moment peut-être même se dire il vaut mieux avoir un commerce vide quelques mois de plus et avoir le bon commerçant qui va tirer notre territoire vers le haut.
mais ça demande un outil de portage parce que si on n'a pas l'agence foncière ou l'outil de portage ou le PF qui le fait, et c'est pas le rôle des EPF a priori. Alors, des fois oui quand il y a le logement au-dessus. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut continuer à travailler. Sur le de Normandie, Malraux, je ne sais plus, c'était vous aussi. Ouais. Sur le de Normandie, il y a une mission d'inspection qui est en cours avec un rapport au Parlement dans le cadre du PLF. Aujourd'hui, c'est un outil qui est très peu utilisé. Hein. Je crois que c'est vraiment très très peu de mémoire. Hein. Les chiffres sont très bas. Néanmoins, c'est un outil qui, plus que sur le papier, d'ailleurs, extrêmement vertueux, puisqu'il est tout à la fois avec des qualités environnementales. Donc, on va voir le bilan de ce dispositif. Peut-être que ça fait partie des choses qui seront intégrées au statut du bailleur privé dont on parlait tout à l'heure, parce que les outils de défiscalisation, en tout cas, compte tenu de l'état des finances publiques, risquent de pas tous être maintenus, mais il faut qu'on regarde ceux qui sont les plus vertueux et contribuent à cette capacité de produire plus de logements là où on en a le plus besoin. Sur le ZAN, vous êtes presque plus expert que moi, mais vous le savez, Christophe Béchu, il travaille beaucoup avec l'ensemble des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat. Moi, je crois vraiment qu'il faut faire du zéro artificialisation nette une opportunité et pas un frein à la construction, pas un frein au développement. Et donc, ça passe par d'abord le respect du calendrier, parce que c'est 2050 hein, l'objectif, et c'est un objectif qui est gradué. Le président de la République et la Première ministre en ont parlé lors du congrès des maires. Les opérations nationales ne seront pas... les contreparties se feront à l'échelle nationale et pas à l'échelle du territoire. Moi, je crois que le ZAN doit se regarder sur des périmètres élargis, et je pense que c'est important. La sobriété foncière, c'est une obligation qu'on doit porter tous ensemble, mais la porter intelligemment. On ne peut pas dire en même temps qu'il manque 2 millions de logements dans ce pays et ne pas regarder nos objectifs de construction. Donc il faut faire avec le déjà là, mais il faut aussi continuer à produire et travailler ensemble. C'est extrêmement bien dit, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Juste pour finir sur les DPE, vous savez que c'est un dispositif qui a été réformé il y a peu de temps, 2021. La nouvelle méthode tient compte normalement de la forte inertie dans le bâtiment ancien en fonction des processus constructifs, la brique, la terre, etc. Et doivent s'adapter sur l'année, à la fois sur le chaud et sur le froid. On a les diagnostiqueurs, j'ai vu les diagnostiqueurs dans une visio sous l'égide de la DHUP il y a une grosse semaine pour leur rappeler à leurs obligations parce que ils sont au cœur de la machine, ils doivent faire vraiment un travail exemplaire. On ne peut pas accepter qu'un même logement ait des diagnostics différents ou que des diagnostiqueurs cassent les prix. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Un diagnostic bien fait, ça a un temps et un prix. Et donc, on y sera extrêmement important. On soutient l'expérimentation d'un label de performance énergétique sur les bâtiments dits patrimoniaux, parce que là aussi, il faut être attentif. On va pas faire une ITE sur du colombage. Enfin, je pense qu'on est tous persuadés de ça, surtout que comment on le fait tenir. Enfin, les effets de pont thermique risquent d'être plus désastreux que l'effet recherché. Donc ça fait partie des sujets avec lesquels on travaille, avec les DHUP, avec le CSTB et tous ceux qui réfléchissent avec nous la manière dont on peut rénover en adaptant les gestes au patrimoine. Et là aussi, on a un enjeu de filière, de formation et d'adaptation de la filière. C'est pareil pour Paris, hein, on ne va pas faire des ITE sur l'ensemble des beaux quartiers haussmanniens
du 7e ou du 6e arrondissement, ça n'aurait aucun sens. Il y a aussi des processus à l'intérieur. Et c'est aussi un enjeu, je pense, pour notre industrie, de réfléchir. J'ai rencontré le patron de Saint-Gobain il y a quelques semaines, sur lequel lui aussi il travaille, il réfléchit à baisser l'épaisseur. Hein. Là, on ne peut pas faire par l'extérieur, on peut peut-être faire par l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et à réfléchir. Et je pense que notre pays et notre industrie gagneraient aussi à être à la pointe. Et pour ce qui est de Saint-Gobain, ils travaillent beaucoup et je pense qu'on peut leur faire confiance pour être à la hauteur des enjeux et du calendrier. Merci, monsieur le ministre. Alors, il nous reste 5 minutes pour la question et la réponse. Nous avons promis de vous libérer. Très bien. Si je finis à 10 Mais vous devez avoir des choses à faire aussi. Merci. oui, nous allons parler certification des comptes. Des sujets Madame très la sérieux Présidente, merci Monsieur le Ministre. Alors très rapidement, peut-être une remarque liminaire pour saluer donc l'installation de la commission de participation citoyenne des quartiers, présidée donc comme vous l'avez dit par Mohamed Meshmash. En sachant que c'est un sujet extrêmement difficile, hein, nous l'avions, et Françoise Gatel l'a dit tout à l'heure, nous avions essayé de nous pencher sur cette question, puisque, en fin de compte, les conseils citoyens ont été créés par la loi Lamy de 2014, donc ça fait déjà 10 ans qu'on essaye et qu'on tâtonne un peu, donc tous mes voeux de succès. J'ai deux questions. La première question, on revient un peu sur la mixité sociale, c'est-à-dire qu'en janvier dernier, l'INSEE a publié une étude qui montre qu'entre 2004 et 2019, c'est-à-dire pendant 15 ans, sur l'ensemble des villes qui ont été étudiées, la mixité sociale était en recul. La part des quartiers où les 40% d'habitants les plus aisés sont surreprésentés a augmenté de 2,1 points. Donc alors, on ne va pas revenir sur le contrat de mixité sociale, mais sur l'autre volet, par contre, là où j'aimerais vous interroger, c'est-à-dire que la part des quartiers considérés comme mixtes socialement, c'est-à-dire l'on retrouve à part égale toutes les catégories sociales, a, elle, diminué de 2,8 points. Ce phénomène a été mis en relief d'ailleurs par un livre excellent de Jérôme Fourquet, L'archipel français, dans lequel on parle de gentrification d'un côté et paupérisation de l'autre. Donc, comment faire en sorte que les quartiers prioritaires soient des lieux exemplaires de la mixité sociale? Quelles mesures comptez-vous mettre pour renforcer justement cette mixité sociale dans les quartiers prioritaires? C'est une question. Et puis la deuxième, c'est un peu une expérience de maire. C'est, vous savez, on a parlé de logements vacants. Dans la boîte à outils, on ne demande pas la baguette magique ni la multiprise, mais vous savez qu'il y a des logements qui ne sont pas dans le cadre des biens sans maître, ils ne sont pas non plus dans le cadre des périls graves et imminents. Ce sont tout simplement des biens qui sont délaissés par leurs propriétaires, qui s'en désintéressent complètement, des biens qui sont dégradés, qui sont vacants, pour lesquels certains, parfois il n'y a même plus de fenêtres et ainsi de suite, et sur lesquels les maires sont complètement démunis. Hein, il faut plus de 10 ans, moi j'ai été maire de Cherbourg et il y a des immeubles sur lesquels on a mis des procédures en place. Alors il y a les OPA-RU, il y a même les OPA-RR qu'il faut souligner, mais sur lesquels on n'a vraiment aucune prise. Alors il ne s'agit pas bien évidemment de spolier les propriétaires, il ne s'agit pas non plus de remettre en cause le droit sacro-saint gravé dans la constitution de propriété, mais on est quand même relativement un peu en culotte courte pour pouvoir remettre sur le marché ces biens qui dégradent complètement l'image d'une ville, alors que nous, dans les aménagements urbains, on fait des efforts conséquents. Merci, monsieur le sénateur. Vous avez presque tout dit, et la question et la réponse. La mixité sociale est un enjeu et la lutte contre l'entre-soi en est un. Et l'entre-soi n'est pas réservé aux quartiers populaires d'une certaine manière et encore moins. Enfin, on le voit tous, l'entre-soi, il touche aussi et peut-être surtout ceux qui en ont les moyens de se le créer. Moi, je sous-titre souvent mon action comme ministre de la Ville, dire que la réussite de la politique de la ville, c'est de permettre aux habitants des quartiers populaires, à travers l'émancipation, de les quitter s'ils en ont envie, mais surtout leur donner envie d'y rester. Le drame des maires de villes populaires, c'est ça, c'est de voir les populations qu'on a accompagnées et qui vont mieux quitter la ville. Alors pour souvent une raison liée à l'école. Quand on fait les études pour comprendre pourquoi on quitte une ville, c'est souvent l'entrée au collège notamment. Mais donc pour y arriver, c'est vraiment l'enjeu de Quartier 2030, c'est qu'est-ce qu'on va permettre de transformer dans la vision de ces quartiers, de ceux qui y habitent, parce que je crois plus à la mixité sociale de ceux qui sont déjà là
que de ceux, peu d'habitants du 7e arrondissement vont se réveiller un matin en se disant qu'est-ce que j'ai envie de venir habiter à Clichy-sous-Bois. Je me fais guère d'illusions ou dans un certain nombre d'autres territoires. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait pour que les habitants des quartiers populaires, à travers l'amélioration de la mobilité, de la qualité de leur logement, de l'accès à l'emploi, de l'école dans laquelle ils vont mettre leurs enfants, l'accès au sport, à la crèche, etc., leur donne envie de rester, et parce que la vie associative est suffisamment riche. Donc c'est ça l'enjeu, c'est ce qu'on essaye de construire à travers Quartier 2030. Je n'ai pas de recette magique, et je pense qu'aucun de mes prédécesseurs n'en ont, et les élus locaux que vous êtes, maires ou élus, vous le savez, c'est extrêmement difficile. On le voit à travers les différents classements des lycées, etc., à quel point la question de l'école est centrale, j'en suis persuadé. La question de l'attractivité du métier d'enseignant, la question que le ministre de l'Éducation nationale prend à bras-le-corps, du remplacement des profs et des absences. Je crois vraiment que l'école joue un rôle central sur cette question. Parce que la mixité ou l'absence de mixité sociale dans le quartier se voit dans l'école, l'absence de mixité sociale, de mixité scolaire, et ça fait partie des raisons pour lesquelles nos concitoyens quittent parfois leur quartier, mais pas seulement. La question de la tranquillité dans les quartiers est évidemment une question extrêmement importante qui fera que les gens aient envie d'y rester ou d'y venir, et la qualité du logement. Enfin, c'est tout ça qu'il faut... Je pense que le propre de la politique de la ville, c'est d'être, et là encore, je ne veux pas être dans le café du commerce, mais être en capacité de tenir vraiment en même temps les questions urbaines et les questions humaines, l'urbain et l'humain en même temps. Ce qui a souvent manqué dans l'histoire des 40 ans de la politique de la ville, c'est qu'on n'a pas su faire les deux vraiment en même temps. À l'époque du développement social des quartiers, dans les années 90, on a mis beaucoup d'argent pour soutenir les associations, et c'était très bien. Et puis il y a eu les grands projets de ville, puis il y a eu le séisme Borloo, séisme positif de l'ANRU, des contrats, enfin des programmes ANRU de 2004. Et là, on a mis beaucoup l'accent sur l'urbain et un peu moins sur l'humain. Là, moi, mon objectif, c'est vraiment de tenir les deux en même temps pour justement construire cette ville dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle les femmes se sentent tranquilles dans leur vie quotidienne, dans leur accès à l'emploi, dans lequel on travaille sur l'émancipation des jeunes filles, dans leur choix d'orientation. Enfin, toutes ces questions que vous connaissez aussi bien que moi, mais qui me paraissent absolument nécessaires dans l'envie d'y rester. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour le temps que vous nous avez consacré, et merci pour l'intensité et la qualité de nos échanges pour un sujet, vous l'avez dit, qui est au cœur de ce qui anime tout élu. C'est le bien-être, entre guillemets, de chacun de nos concitoyens, l'égalité des chances, la capacité d'insertion et d'émancipation, mais aussi la cohésion sociale. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. C'est passionnant. Nous sommes passionnants aussi, Absolument, vous savez. absolument. C'est un peu notre ADN. On est heureux quand on le reconnaît.